Même s'ils font de la propagande à la télévision française en disant oui, il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, mais il y a plutôt un rejet de la politique française en Afrique. Alors, il ne faut pas confondre l'élite française, sa politique en Afrique, avec le peuple français. Brazzaville a semblé démentir l'information sur la présence de Wagner à Brazzaville. Est-ce que c'est une peur d'assumer ses positions ou ses choix? Mais le problème, ce n'est pas la présence de Wagner. Le monde entier a vu Sergueï Lavrov à Brazzaville. Et le monde entier a entendu à la télé que le Congo-Brazza a signé des accords avec la Russie dans beaucoup de domaines, dont le domaine sécuritaire. Et le domaine sécuritaire, que ça se fasse avec Wagner ou je ne sais quel groupe, donné n'importe quel nom russe que vous voulez. Ça reste la Russie. Ça reste la Russie. Wagner n'est qu'une forme. Et comme les Russes sont arrivés à Brazzaville, les Américains, ne faisant pas trop confiance à l'efficacité des Français dans la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Rwanda a débarqué à Brazzaville. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a débarqué à Brazzaville. Les derniers accords, c'est pour donner les stockades finales par rapport à la RDC. Mais Rwandais a commencé à desservir Brazza depuis quand? Rwandais a commencé à desservir Brazza depuis quand? Combien de militaires rwandais en civil que Rwandais a déversé à Brazzaville? Je vous avais dit que les massacres du Pool, regardez le modus operandi. Est-ce que les Congolais de Brazza tranchent les gorges? Alors, lorsque vous voyez que les Rwandais sont arrivés en masse en Centrafrique, ils arrivent d'abord comme militaires pour étudier le terrain. Lorsqu'ils sont démobilisés, ils rentrent au Rwanda, ils rentrent comme hommes d'affaires en République centrafricaine et ils achètent beaucoup de terres. Qui a la terre a le pouvoir. Qui a la terre contrôle les matières premières qu'il y a sur cette terre-là. Au Congo-Brazzaville, on a parlé de 12 000 hectares. 12 000 hectares. Bon, pour des besoins agricoles. Moi, je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas pour des besoins agricoles. C'est une base militaire agricole, appelons ça comme ça. Regardez la position de cette base par rapport à Maluku à Kinshasa. Et regardez ça par rapport à une partie de la province du Congo central. Et juste en face de là où le Rwanda a acheté des terres, comme par hasard, des villages sont brûlés en RDC et des gorges sont tranchées, des sexes sont coupés. Et on nous a sorti d'un chapeau comme ça, un conflit Bateke-Bayaka. Des gens qui vivent depuis plus d'une centaine d'années ensemble. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de savoir que je vous invite d'ailleurs à liker et à partager pour faire circuler l'information. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de nos prochaines émissions. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télar TV, moi c'est Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau messieurs Karine Maïzo, journaliste, analyste politique et conférencier. Bonjour Karine, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous. C'est plaisir est partagé et c'est plutôt un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau. Merci de votre disponibilité pour cette interview. Alors, Karine Maïzo, l'Afrique bouge. L'Afrique terrain de la bataille des grandes puissances par pays africains interposés. Commençons par le récent coup d'État au Burkina Faso, 8 mois seulement après celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. C'était en janvier 2022, vous le savez. Alors, désormais, c'est un jeune de 34 ans, capitaine, qui préside aux destinées du pays que nous avons toujours nommé le pays des personnes intègres. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau coup d'État? Ben, c'est une lecture continue parce que les relations internationales, c'est une science quand même assez complexe et les détails sont très importants.
Tout se trouve dans la nuance. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. On se dit, voilà, telle règle produit tel effet, ou tel principe produit tel effet. Non, c'est toujours des petits détails, c'est toujours la nuance. Mais en filigrane, on voit les intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, cette guerre internationale qui se mène entre grandes puissances a des conséquences en Afrique qui est devenue un terrain de jeu. En l'occurrence, toute la région sahélienne et surtout l'Afrique de l'Ouest, qui a également beaucoup de minéraux, qui a aussi une certaine position stratégique, est en train de subir une guerre que mènent les camps occidentaux, autrement dit États-Unis, Union européenne, contre les camps que j'appellerais ici, permettez-moi l'expression orientale, c'est-à-dire Russie-Chine. Et l'enjeu, c'est l'uranium. C'est ça l'enjeu. Alors, dans cette bataille, parce que l'État n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts, on a aussi un problème de positionnement entre les États-Unis et ses partenaires européens, parce que les États-Unis ne jouent jamais franc jeu. Les États-Unis ont besoin d'Europe comme leur prolongement stratégique, mais les États-Unis sabotent l'Europe pour maintenir l'Europe dans une certaine dépendance, dans une certaine faiblesse, pour pouvoir démontrer à l'Europe que sans moi, la Russie vous avalerait assez facilement. Sauf que ils jouent à un jeu tellement malicieux, le même jeu qu'ils ont joué pendant les indépendances. Lorsque l'Union européenne a été créée, disons-le par les États-Unis, les Schuman, tout ça, c'était des agents. Comme l'Union européenne créée par les États-Unis, c'est-à-dire. C'était des agents, oui, les Schuman, les Spark, tout ça, c'est connu. C'était des agents américains. C'était des agents américains. Bon, on va un peu résumer pour revenir au cas Burkina Faso, comme ça les gens vont comprendre clairement. Les États-Unis avaient la plus grande, plus de 70% de toute la production manufacturière du monde. Ils n'avaient pas de débouchés pour cela parce que les marchés américains ne suffisaient plus. Donc, il fallait détruire l'Europe avec la Deuxième Guerre mondiale et reconstruire l'Europe et en faire un marché. C'est ainsi que quand l'Europe a été détruite après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a eu le plan Marshall, il y avait une clause secrète du plan Marshall, c'est faire de l'Europe un marché pour les États-Unis. Et une fois que les agents américains de l'Europe, surtout Schuman, ont conçu cette chose qu'on appelle l'Union européenne, c'est-à-dire que où des gens qui n'ont jamais été élus, c'est-à-dire des commissaires, des technocrates, vont décider à la place des peuples. Lorsqu'ils ont fait cela avec le plan Marshall en disant tous ceux qui acceptent le plan Marshall, vous acceptez aussi de faire de l'Europe voilà, un marché commun, un marché, un déversoir des produits manufacturés américains, les États-Unis se sont retrouvés devant un deuxième problème. Maintenant qu'ils avaient les marchés européens, la matière première pour inonder ces marchés viendra d'où? Viendra de l'Afrique. Donc, ils ont commencé à travailler derrière les Africains en disant la colonisation, c'est trop. Allez, il faut vous débarrasser de ces gens-là. Les États-Unis ont donné un sacré coup de main à partir de 1945 derrière les dos des Européens pour que beaucoup de pays africains se libèrent. Et une fois que ça a été fait, vers les années 67 par exemple, les matières premières du Congo ont été considérées comme des produits stratégiques pour la sécurité intérieure des États-Unis. Je dis bien vers les années 60. Hein. Et si tel était le cas pour le Congo, les Américains savaient qu'il y avait de l'uranium au Niger. Il n'y en avait pas qu'à Chikolobo au Congo. De là, on peut extrapoler les raisonnements en se disant que c'est à peu près la même chose pour tous les pays. Maintenant, revenons au cas du Burkina Faso. Burkina Faso, oui. La déstabilisation du Sahel participe d'un plan global que les grandes puissances occidentales utilisent pour détruire certains pays et certaines civilisations. Vous savez, Al-Qaïda, les États-Unis n'ont pas la conscience tranquille si c'était un pays par rapport à la création d'Al-Qaïda, ni par rapport à la fabrication de Ben Laden, ni par rapport à la création de l'État islamique, ni par rapport à la fabrication d'Al-Baghdadi, quelqu'un qui sort de prison. Comme ça, il sort de prison, il a les armes et il crée un califat qui déstabilise les grands pays des grandes civilisations. On voit la main d'un grand service derrière. Et la déstabilisation de la zone sahélienne participe de tout cela.
Parce que lorsque vous avez un caillou dans votre chaussure, vous ne pouvez pas bien marcher. Tant que les La États sahéliens, déstabilisation dont vous faites état, c'est celle qui part donc de la Libye. oui, ça part de la Libye et ça prend tous ces pays jusqu'au nord du Cameroun, au Tchad. Boko Haram Comme au quoi ça a Niger. été fait, donc comme quoi ça a été fait exprès. Donc c'est un plan qui avait été établi, Ben, détruire la Libye et puis ben, voilà, envahir le reste de. oui, pendant ce Ouais. temps, le plus grand pays d'Afrique aura toujours ces cailloux dans la chaussure, Boko Haram, pour ne pas avoir un développement harmonieux. Parce que tant que vous serez occupé à lutter contre le terrorisme, les maigres ressources que vous avez seront consacrées à la lutte contre le terrorisme. Donc, du coup, vous n'aurez pas beaucoup de ressources pour votre développement. Parce que qui dit développement, plus vous vous développez, plus vous devenez autonome. Qui dit autonome dit indépendant. Qui dit indépendant dit souverain. Or, eux, ils ne veulent pas des États souverains, ils veulent des États vassaux. C'est ça d'abord la chose qu'il faudrait fixer. Maintenant, revenons-en au coup d'État au Burkina Faso. Lorsque Blaise Compaoré, l'homme qui est accusé d'avoir assassiné Thomas Sankara, s'est retrouvé au pouvoir, on a garanti au Burkina Faso une certaine stabilité. Lorsqu'on l'a chassé, la punition, c'était l'instabilité totale. Le Burkina Faso, officiellement, n'a pas de matières premières, n'est pas connu pour avoir des matières premières. Mais posez-vous la question, que cherchent les terroristes? Lorsque plus de 80% de la population est musulmane, donc qu'elle cherche convertir la population? Non. Aller chercher les matières premières? Non. Ben, quelle est la logique qui consiste à tuer les Burkinabés? On n'en trouve pas. Mais par contre, si vous êtes au Burkina Faso, vous, à partir du Burkina Faso, vous êtes dans l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire, qui est une sous-préfecture de la France, et vous avez une large vision sur les Mali et le Niger. N'oubliez pas qu'il y a une base française au Burkina Faso. Donc, quand Goïta fait un coup d'État et que le monde entier lui tombe dessus à bras raccourcis, curieusement, Damiba fait la même chose. Il y avait comme une certaine compréhension, comme une certaine largesse, parce qu'il était du bon côté de la barrière. Lui, il a fait ce qu'on appelle ironiquement un bon coup d'État. Un bon coup d'État qui va dans le sens des intérêts des Occidentaux. Sauf que on leur a vendu ces coups d'État quand on a toléré ces coups d'État. On leur a dit, bon, on allait mettre fin à l'insécurité au Burkina Faso. C'est que tous ces jeunes capitaines, tous ces jeunes qui viennent de reprendre le pouvoir, ont constaté que rien ne s'est fait et que les terroristes assassinaient non seulement les populations civiles, mais beaucoup de militaires et de policiers en ont payé les prix les plus forts. Et souvent, ils mouraient pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de matériel. Je me rappelle même d'une, je ne sais pas moi combien de dizaines de militaires qui sont morts. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Ils commençaient à Oui. aller. Oui, ils sont Ce qui avait d'ailleurs précédé le coup d'État ben voilà. de Damiba, oui. Ben voilà. Donc les autres ont constaté que bon, on leur dit vous prenez le pouvoir, tout ça va changer, mais rien ne change et ils voient comment le groupe de Goïta se comporte et quel aura ils ont en Afrique. Ils se sont dit qu'ils pouvaient aussi tenter l'échange et essayer d'échanger des partenaires parce que c'est lui qu'on a, les gens n'en veulent plus. Même s'ils font de la propagande à la télévision française en disant oui, il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique, mais il y a plutôt un rejet de la politique française en Afrique. Alors, il ne faut pas confondre l'élite française, sa politique en Afrique, avec le peuple français. Tout à Donc, fait. c'est qu'ils ont pris leurs responsabilités. Et moi, je ne pense pas que les Russes les ont encouragés. Non. Ils ont pris d'abord leurs responsabilités, quitte à tendre la main à la Russie. Alors, il y a un événement qui s'est passé, je crois que beaucoup de gens n'ont peut-être pas fait attention. Lorsque les coups d'État étaient faits, le général Damiba s'est réfugié dans une base française. Et direct, il y a eu des Ce que menaces. d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères, la France a refuté d'ailleurs, il a démenti. Le Ouais, ben, ministère, la France dans a un... démenti cette information. ouais, mais c'était leur parole contre ceux qui affirment le contraire. Du moment qu'il n'y avait pas d'image, c'est parole contre parole. Et il y a même certaines sources qui ont dit qu'on allait faire intervenir les forces spéciales ivoiriennes pour venir résoudre le problème parce que c'est un pays qui est collé à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, c'est un grand sous-traitant de la France. Lorsque la population a manifesté en masse
et qu'ils ont tenté d'incendier l'ambassade de France et l'Institut français, que les Français ont compris que ça risquait d'avoir mais le plus mauvais des effets, mais comme par hasard, Damiba accepte enfin qu'il a perdu le pouvoir et il va officiellement démissionner et en même temps, pendant que lui démissionnait, le capitaine Traoré va lancer un message dans son groupe à la télé en disant nous ne voulons pas des actes de vandalisme contre la France. C'était vraiment un échange. Parce que si l'acte de vandalisme était allé jusqu'au bout, croyez-moi, une bonne partie de la jeunesse africaine allait applaudir. Et la France allait avoir du mal à expliquer tout cela au niveau de son propre opinion publique. Et voilà donc le coup d'État arrive de la part de jeunes gens qui veulent la sécurité pour leur pays, les meilleurs pour leur pays, le respect des engagements, qui veulent qu'il y ait un partenaire sincère. Et tout le monde a compris que la France n'est pas sincère. On ne peut pas venir dire aux gens, bon, on vient vous protéger, mais en réalité, on est là pour piller les sous-sols. Évidemment, vous dites que la France n'est pas sincère et dans sa première déclaration, le jeune capitaine a prononcé quelques termes dont les détails ont attiré très vite l'attention des observateurs de la vie politique africaine, mais aussi et surtout de Paris, c'est de vouloir changer de partenaire stratégique dans la lutte contre le djihadisme. Et très vite, les médias occidentaux, j'allais dire, les médias français, ont vu derrière cette déclaration la manipulation de la Fédération de la Russie. Ben, c'est ça, c'est ce que j'appelle le paternalisme. C'est-à-dire que le Burkinabé ne peut pas réfléchir par lui-même, ne peut pas choisir ce qui est bon pour lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui manipule derrière. Et pourtant, les calculs ou l'observation est toute simple. Je suis avec vous depuis les indépendances, avec les résultats que l'on connaît. C'est comme un couple qui ne fonctionne pas. Et l'un des partenaires dit, écoutez, on divorce. Ça ne fonctionne pas, je vais chercher un autre partenaire. C'est aussi simple que ça, en fait. Ben après, si la France fait partie du camp occidental, l'échec de la France, c'est l'échec de tous les camps occidentaux. Alors, si avec les camps occidentaux, ça n'a pas fonctionné, ils peuvent essayer un autre camp. Pour le moment, c'est lui qui a les moyens militaires, qui a fait ses preuves, qui a lutté contre ce qu'on appelle terrorisme, entre guillemets, chez lui, parce qu'ils ont résolu un problème, ils sont parvenus à résoudre un problème en Tchétchénie, c'est la Russie. Donc, du coup, s'ils veulent choisir la Russie, ben, libre à eux. Mais constatez tout simplement que lors des manifestations devant l'ambassade de France et devant l'Institut français, certains Burkinabés avaient les drapeaux russes. C'est une demande qui part de la base. Évidemment, on a vu d'ailleurs les soldats sur les blindés avec le drapeau russe. Et cela a probablement fâché Paris, j'allais dire. Parce qu'il ne faut pas confondre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Français n'ont pas de problème ou les Africains n'ont pas de problème avec les Français, mais c'est plutôt la politique, l'élite politique française qui a mais Paris devrait se fâcher contre sa propre politique et ses propres contradictions, et non se fâcher que d'autres partenaires puissent le remplacer en Afrique, là où elle est défaillante. Et les Russes, comme tout autre grand pays au monde, ont le droit d'aller chercher des débouchés pour leur population, pour leur industrie stratégique. Moi, je pense que la France n'a qu'à se blâmer elle-même. La France n'a. Mais qu'est-ce qui explique cette hantise là où, je vais dire, c'est beaucoup plus Emmanuel Macron qui voit maintenant la Russie partout. Et donc, tous ses voyages en Afrique et partout où il passe, c'est la Russie, le diable. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ben, ce qui explique cela, c'est que le président Macron et toute la classe politique savent que sans l'Afrique, la France serait une puissance moyenne. Et même au niveau des Nations Unies, hein, sur le plan diplomatique, sans l'Afrique, la France ne vaudra rien. Ils le savent. Et ça, c'est la peur de quelqu'un qui est en train de perdre sa place. Au lieu de blâmer la Russie, qui ne fait que ce que tout État normal devrait faire, défendre ses intérêts, chercher des marchés, chercher des débouchés, garantir son prestige, consolider sa place dans le monde.
Ce que la Russie est en train de faire, c'est ce que la Chine ferait. C'est ce que l'Inde va faire demain. C'est ce que le Brésil fera. C'est ce que le Mexique fera. C'est ce que l'Afrique du Sud essaie de faire en Afrique australe. Chaque pays garantit ses intérêts et étend sa zone d'influence. Donc, on ne peut pas reprocher à certains pays de vouloir aller là où se trouvent les matières premières. Le problème, c'est un problème franco-français. On leur a dit que la Franc-Afrique a échoué. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Ils ont continué à s'enfoncer dans cette voie paternaliste. Là, ils sont maintenant en train de tout perdre brutalement. Ce sont les jérémiades d'un enfant qui a perdu son jouet, de par sa faute. Nous, quand on était enfant, vous jouez au ballon, vous dites, il y a des épines par là, faites attention, vous ne voulez pas écouter. Et lorsque les ballons écrivaient, vous rentrez chez les parents en pleurant, vous dites, oui, mais on vous avait dit qu'il y avait des ronces par là, faites attention avec les ballons. C'est le cas de la France. On leur a dit que l'Afrique devient une zone épineuse. Faites attention avec votre ballon. Ils n'ont pas voulu. Alors, si le ballon est troué, c'est la faute à la Russie. La Russie n'a trouvé aucun ballon. Hein. C'est eux-mêmes qui jouaient sur les ronces. Alors, est-ce que donc vous pensez que ce vent risque d'envahir tout le Sahel? Et quel est le pays qui pourrait être la prochaine cible? S'il y a 2 pays à surveiller, je dirais même 3, qu'il faut bien surveiller, c'est le Sénégal. Avant, il n'avait que l'arachide comme grande richesse d'exportation. Maintenant, ils ont rejoint les clubs des pays maudits, entre guillemets, par le pétrole. Et maintenant qu'ils ont rejoint les clubs, Total va commencer à s'intéresser à eux. Et en cas de faux pas, le petit paradis de l'Afrique de l'Ouest va devenir l'enfer de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut bien surveiller le Sénégal. Ensuite, le Togo et le Bénin. Ces 2 pays sont des pays à surveiller. Les 2 derniers pays du précaré français, ils ont quand même une position, ils ont une façade maritime. Et certaines marchandises qui viennent d'Europe passent par des ports de Lomé ou de Cotonou pour remonter vers la zone sahélienne. Et c'est l'arrière-cour aussi d'un pays tel que le Mali et le Niger qui sont enclavés. Donc, c'est vraiment des pays à surveiller. Ça, c'est par rapport à la France. En interne, s'il y a une population à surveiller, là, je ne parle plus de pays à surveiller, mais je parle de population à surveiller, c'est la population nigérienne. Ils risquent de se soulever contre leur président, qui est devenu mais vraiment la marionnette des Occidentaux. Oui, on a vu dernièrement une manifestation contre la présence des troupes françaises au Niger. Ben oui. Une manifestation qui a été d'ailleurs bien suivie. Alors, nous allons passer donc à toute autre chose. Je disais d'entrée de jeu que l'Afrique est actuellement un terrain de bataille à des grandes puissances par pays africains interposés. Dans les colonnes disons, d'un périodique en ligne, hein, Africa Intelligent, édition du 18 septembre 2022, on peut très facilement lire « Washington et Paris seraient sur la piste congolaise de Wagner ». Je vais lire un extrait. Après la RCA et le Mali, les États-Unis et la France scrutent depuis juillet l'activisme russe au Congo-Brazzaville, où l'hypothèse d'une implantation de la société paramilitaire Wagner au port de Pointe-Noire est prise très au sérieux. Pourtant, dans la même période, il y a également la présence rwandaise qu'on suspecte actuellement, hein, aussi à Brazzaville. Et donc, il nous a été rapporté que 150, et ça nous l'avons lu sur une note, bien sûr, adressée au gouverneur de la province sud. Sud-Ubangui. Hein. Sud-Ubangui, bien sûr, par l'ANR, donc les services de renseignement de la RDC, alors qu'il disait que 150 Rwandais auraient atterri. Moi, je mets encore ça entre guillemets, mais la lettre, elle est affirmative. Donc, 150 éléments rwandais auraient atterri à Bangui, mais depuis un certain temps, il n'en reste que 50. Les 100 autres, on les retrouve en RDC maintenant. Et ils sont passés par, comment on appelle ça, une petite île, hein, normalement, qui doit être proche
de la RCA et de Brazzaville et de la République du Congo, puisqu'on parle de la frontière entre la RCA et le Congo-Brazzaville. Mais pourquoi est-ce que donc Paris et Washington scrutent beaucoup plus l'activisme russe au Congo-Brazzaville et tout ce que le Rwanda fait semble passer inaperçu, alors que nous connaissons bien sûr les objectifs visés par les activités du Rwanda. Je peux me tromper, mais je crois que c'est cela, c'est la déstabilisation de la RDC par l'Est, bien entendu. La réponse est excessivement simple. Le Rwanda, c'est l'État mercenaire des Américains en Afrique. Pour faire caricatural, si Wagner, c'est la main armée ou le prolongement de la main armée de la Russie en Afrique, le Rwanda, c'est un État mercenaire. Wagner, c'est un groupe mercenaire russe. Le Rwanda, c'est un État mercenaire américain en Afrique. C'est des bonnes guerres. La seule différence, c'est les statuts. Wagner, c'est une société privée, mercenaire, et le Rwanda, c'est un État, mais mercenaire. Et je vais même faire encore pire. Le mercenaire, ce n'est même pas le Rwanda comme État, mais ce sont les membres de l'UNAR, Union nationaliste rwandaise, le parti suprématiste, raciste de Paul Rukeba. Ces partis-là, d'où est sorti les Museveni, les Kagame, toute la bande, et qui ont pris en otage et l'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda, avec leur branche armée, l'armée de défense du peuple ougandais d'un côté, l'armée patriotique rwandaise de l'autre, et sur le plan économique, c'est Crystal Adventure. Ne considérez pas le Rwanda comme un État, considérez le Rwanda comme un groupe ou, je ne sais pas moi, une entité étatique mercenaire aux mains des États-Unis pour mener leur politique en Afrique. Quelle est cette politique? C'est récupérer toutes les matières premières de l'Afrique centrale, qui est la région la plus riche du monde. Je dis bien l'Afrique centrale, c'est la région la plus riche du monde. Il y a la République centrafricaine, il y a les Congo-Kinshasa, il y a les Congo-Brazzaville, il y a les Gabon et il y a les Cameroun. Et les États-Unis ont décidé, non seulement qu'ils avaient cela d'une manière diffuse, mais ils ont décidé cette fois-ci de mettre les grappins dessus et de mettre une couvercle pour empêcher qui que ce soit, qui n'est pas de leur obédience, d'y mettre ses pieds. Et même la France qui est de leur obédience, si on regarde maintenant le comportement des États-Unis, nous sommes dans une émission tout publique, hein, mais on va toujours faire caricatural pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Les États-Unis ont agrippé la France par les collants en lui disant, écoute, petit, tu as échoué, mets-toi à côté, moi-même maintenant je vais me battre. Et je vais le faire avec d'autres acteurs. Autrement dit, même la position que semble perdre la France, c'est derrière, les États-Unis sont en train de faire comprendre à la France que vous avez échoué, je vais travailler avec d'autres acteurs. Et ils ont mis les Rwandais en avant. Ce qui justifie que les autorités françaises sont à genoux devant les autorités d'un endroit en Afrique qu'on appelle le Rwanda, un endroit de 26 400 km². Cela veut dire également que lorsqu'on parle de Washington et Paris qui seraient sur la piste congolaise de Wagner, il faut voir donc les États-Unis et donc Paris. Oui, Paris, c'est juste. Oui, c'est juste qu'ils accompagnent que, bon, patron, maintenant, vous travaillez avec les petits, mais l'autre arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il s'est fait accompagner avec son patron en train de visiter un chantier. Les États-Unis, c'est le grand patron qui est arrivé sur le chantier, et la France, les capitaines du chantier, est en train d'accompagner les patrons en disant, oui, mais patron, il faut qu'on ouvre l'œil, hein, les Russes arrivent, voyez le nouvel acteur que vous avez mis là, il a aussi des failles, hein. Lui, côté droit de l'homme, quand les gens vont crier droit de l'homme, l'acteur que vous avez mis là, il a beaucoup de failles. On le fait caricatural, mais c'est comme ça. En conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, ce qui peut arriver, ça sera cette guerre froide qui revient. Comme c'était à l'époque, la guerre froide de l'époque, c'est parti en quelque sorte du Congo, Kinshasa, parce que la grande bataille, c'était qu'il y a toutes ces matières premières à la suprématie technologique, stratégique, diplomatique sur les autres. Et la Chine, vous savez, pourquoi Bozizé a été déstabilisé? Bozizé a été déstabilisé quand il a commis les péchés d'aller signer un contrat avec les Chinois par rapport au diamant centrafricain.
C'est alors que, comme par hasard, Dotodia va venir du Tchad et il va débarquer et on va balayer Bozizé. Donc, du coup, ils vont ramener toutes les structures qui contrôlent, MINUSMA, ceci, cela, et comme par hasard, les États-Unis mettent les Rwandais. Et le président Touadéra, qui, dans un premier temps, va aller signer un contrat avec Wagner. Mais les autres, doucement, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils lui ont collé les Rwandais. Et les Rwandais ont fait ce qu'ils savent faire. Ils lui ont collé son garde du corps est devenu sa femme. Ils ont eu un enfant. Et monsieur, souvent, est en vacances privées, familiales au Rwanda. Et comme par hasard, l'amunissement est dirigé par l'ancien ambassadeur du Rwanda à l'ONU. Ils arrivent là et ils se retrouvent avec des gardes du corps rwandais. Donc, du coup, il est dans une position inconfortable et extrêmement ambiguë où il a Wagner pour, soi-disant, lutter contre le terrorisme, mais lui-même, il est protégé par les Rwandais, donc les États-Unis, qui les tiennent par la barbichette. Donc, une position éminemment inconfortable et à la place. Sachant que les Russes, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, sont allés négocier avec Paul Biya. Et Macron est allé en visite très rapidement au Cameroun pour essayer d'éteindre le feu. Je l'avais dit. Qu'est-ce que les Russes veulent avoir par le Cameroun? C'est le plus grand port de l'Afrique centrale où on peut faire débarquer du matériel lourd. Ils ne sont pas allés au Cameroun pour des minerais. Le Cameroun, c'est sa position stratégique, ses infrastructures et les ports de Douala. Et après le Cameroun, Sergueï Lavrov est venu où? Il est venu au Congo-Brazzaville, démontrer noir sur blanc à Sassou qu'il est sur une chaise acceptable. Et que les Français n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt, ils ne vont pas hésiter à l'éjecter. Alors lui, il s'est servi de Russes pour faire chanter les Français du genre, si vous ne voulez plus de moi, ben moi j'embrasse les Russes à bouche que vêtue. Si Et vous ne voulez pas de moi. pourtant, évidemment, le 2 octobre, donc avant-hier, Brazzaville a semblé démentir l'information sur la présence de Wagner à Brazzaville. Est-ce que Non, c'est une peur d'assumer ses positions ou ses choix mais le problème, ce n'est pas la présence de Wagner. Le monde entier a vu Sergueï Lavrov à Brazzaville. Et le monde entier a entendu à la télé que le Congo-Brazza a signé des accords avec la Russie dans beaucoup de domaines, dont les domaines sécuritaires. Et les domaines sécuritaires, que ça se fasse avec Wagner ou je ne sais quel groupe, donné n'importe quel nom russe que vous voulez, ça reste la Russie? ça reste la Russie. Wagner n'est qu'une forme. Et comme les Russes sont arrivés à Brazzaville, les Américains, ne faisant pas trop confiance à l'efficacité des Français dans la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Rwanda a débarqué à Brazzaville. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda a débarqué à Brazzaville. Les derniers accords, c'est pour donner les stockades finales par rapport à la RDC. Mais Rwanda a commencé à desservir Brazza depuis quand? Rwanda a commencé à desservir Brazza depuis quand? Combien de militaires rwandais en civil que Rwanda a déversé à Brazzaville? Je vous avais dit que les massacres du Pool, regardez le modus operandi. Est-ce que les Congolais de Brazza tranchent les gorges au Pool? Non, du tout. Et comme par hasard, il y a un camp de réfugiés rwandais pas très loin. Comme par hasard, regardez les cartes. Les camps de réfugiés, parce qu'on connaît, hein, réfugiés où toute la journée, tueurs de Lunar, donc la bande de Tutsi, pas tous les Tutsis, tueurs de Lunar la nuit. Comme par hasard. Donc, c'est depuis longtemps que les autres étaient là. Et le problème du président Sassou Nguesso, c'est qu'il veut jouer sur plusieurs tableaux. Et lorsqu'on joue sur plusieurs tableaux, au final, on est perdant. Parce que pour les autres, ils ne comptent pas. La seule chose qui compte, ce sont les intérêts. Si il fait chanter les Français en faisant ramener les Russes, les Français, pour être propres dans cette histoire, l'époque du coup d'État est révolue, les Français vont négocier avec les Américains, ils vont sous-traiter son élimination par les Rwandais. Et ça, c'est presque inéluctable. En Centrafrique, on a vu le même processus. En fait, il fallait encercler la République démocratique du Congo. On a encerclé la République démocratique du Congo. Maintenant, il leur reste le flanc sud de l'Angola. Ils avaient le président Lourenço,
Mais maintenant, tout le monde sait que l'élection du président Lourenço est très problématique. Et selon certaines sources, c'est Adalbert qui a été élu. Donc, du coup, affublé de cette faiblesse, le président Lourenço n'a plus les mains libres. Maintenant, il va obéir à tout ce qu'on lui demandera parce que n'ayant plus de légitimité populaire intérieure, il a besoin d'une certaine reconnaissance internationale pour exister politiquement. Donc, du coup, on va lui vendre cette reconnaissance, on va lui accorder cette reconnaissance en échange de quoi? En échange, entre autres, de son attitude par rapport au pétrole angolais. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, les Américains non. Mais par rapport à son attitude dans les comportements ou dans les missions, les visées des États-Unis par rapport à la République démocratique du Congo. Donc là, la boucle est bouclée. Donc du coup, ces deux poids, deux mesures, c'est tout simplement que le Rwanda est du bon côté de la barrière, donc du côté occidental, fait le même boulot que Wagner, et Wagner, il est du mauvais côté de la barrière parce que c'est l'ours qui débarque dans les forêts équatoriales de l'Afrique centrale, les forêts équatoriales qui devraient, voilà, qui devaient être bien surveillées par l'aigle américain. Alors, puisque nous parlons évidemment des relations entre le Congo et le Rwanda, nous l'avons dit tout à l'heure, les accords avaient été signés, je crois, des accords de coopération, parmi lesquels, vous l'avez d'ailleurs appelé, les accords de défense, mais il y a eu aussi la vente de 12 000 hectares de terres dont on présentait comme étant qui devraient servir pour une activité agricole. Oui. Curieusement, de plus en plus, on entend parler finalement de ces éléments rwandais qui partent de quelque part, qui transiteraient par le Congo-Brazzaville, puisque ici, nous l'avons déjà dit d'entre deux jeux qu'il y avait 150 éléments rwandais qui sont arrivés donc en RCA, il n'en reste que 50, il n'en reste plus que 50 là-bas, et les 100 autres, finalement, sont dans la nature, et on nous dit qu'ils se retrouveraient dans l'île de Singe, dans le territoire de Libenge en RDC, un territoire très proche d'ailleurs, non loin de la frontière entre la RCA et le Congo-Brazzaville, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans cette lettre, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quel est le message envoyé finalement au gouverneur de cette province? C'est une façon de dire que désormais, il faut surveiller le Congo-Brazzaville et la RCA, c'est cela? La politique étrangère d'un État riche, un coffre-fort, avec 9 voisins, devait être basée sur une armée de dissuasion, devait être basée sur la sécurité. Et la sécurité passe par avoir une armée de dissuasion et une armée offensive. C'est que la RDC, déjà minée de l'intérieur, infiltrée par le Rwanda et occupée par le Rwanda, ne peut pas faire. Alors, lorsque vous voyez que les Rwandais sont arrivés en masse en Centrafrique, ils arrivent d'abord comme militaires pour étudier le terrain. Lorsqu'ils sont démobilisés, ils rentrent au Rwanda, ils rentrent comme hommes d'affaires en République centrafricaine et ils achètent beaucoup de terres. Qui a la terre a le pouvoir. Qui a la terre contrôle les matières premières qu'il y a sur cette terre-là. Au Congo-Brazzaville, on a parlé de 12 000 hectares. 12 000 hectares. Bon, pour des besoins agricoles. Moi, je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas pour des besoins agricoles. C'est une base militaire agricole, appelons ça comme ça. Regardez la position de cette base par rapport à Maluku à Kinshasa. Et regardez ça par rapport à une partie de la province du Congo central. Et juste en face de là où le Rwanda a acheté des terres, comme par hasard, des villages sont brûlés en RDC et des gorges sont tranchées, des sexes sont coupés. Et on nous a sorti d'un chapeau comme ça, un conflit Bateke-Bayaka. Des gens qui vivent depuis plus d'une centaine d'années ensemble. Ils sont tellement mélangés, tellement embrigadés, qu'à prendre du jour au lendemain, qui se tranchent des gorges, qu'il y a des villages qui sont brûlés, ça sort mais vraiment d'une production hollywoodienne. Alors que c'est un mode opératoire rwandais bien connu. C'est un mode opératoire rwandais. Et certains villageois ont dit que les Bateke disent que les Bayaka ont été renforcés par des gens venus d'en face et qui ne parlaient pas notre langue. D'ailleurs, lui-même, le président Tshisekedi l'a affirmé sur France 24. Il dit, ceux qui tuent là-bas à Kwamount, c'est des gens qui ne parlent pas notre langue
et qui n'ont pas notre morphologie et dont les modus opératoires ne cadrent pas avec notre culture. Chez nous, il y a tellement le respect des morts que, bon, il va tirer, tu meurs, et puis il respecte les corps. Mais lorsque la gorge est tranchée, la tête est tranchée, qu'on doit ouvrir les intestins, qu'on doit écraser des bébés contre le mur, ça ne fait pas partie de la culture bantou. Les Bantous sont connus pour avoir un respect absolu, surtout envers les morts. Voilà, c'est vraiment, c'est pas nous. Donc, le territoire du Congo-Brazza est devenu l'arrière-cour ou la base arrière d'un pays étranger qui déstabilise la République démocratique du Congo. Mais le problème ne s'arrête pas que les Rwandais viennent dans les pays limitrophes. Le problème n'est pas là. Ils sont déjà à Kinshasa. Rwandais a desservi Kinshasa. On a vu des gens traverser avec des obus. Ils nous ont raconté, comme on racontera à des enfants, que bon, ils ont traversé tout le pays à pied. Comment les gens peuvent partir du Rwanda avec des obus et pour venir chercher des pâturages à 2000 km plus loin dans la banlieue de Kinshasa. Et ces gens ont fait une photo avec l'ancien président qu'on soupçonne d'être d'origine rwandaise, alias Joseph Kabila. En Équateur, vous nous avez parlé de Libengé. C'est juste à titre historique. Libengé, c'était une base militaire belge et ils avaient, en tout cas, l'aéroport militaire de Libengé, c'était une des plus grandes pistes de toute l'Afrique à l'époque. Bon, maintenant, pendant en tout cas la période coloniale, c'était un des plus grands aéroports de toute l'Afrique. Mais c'était militaire. Bon, là, il y a de l'herbe qui pousse un peu. Bon, voilà. Juste pas très loin de Libengé, là-bas, il y a une prison qu'on appelle Angenga. Il n'y a pas longtemps, on nous a sorti une histoire à dormir debout, où la prison de Buluo au Katanga était saturée et on a sorti des milliers de personnes de Buluo qu'on a ramenées à Angenga, donc à côté de Libengé. Ces gens-là parlaient un swahili bizarre, donc c'est des Rwandais, qu'on a répandus dans la nature. Donc, du coup, on a des Rwandais à l'intérieur, donc dans le secteur qui va de Bassan-Koussou, Lissala, Libengé, tous ces secteurs-là, ça prend toute la province du nord et du sud, Ubangi. Au fait, ce qui va se passer, c'est que nous avons des Rwandais à Brazzaville qui peuvent traverser pour déstabiliser Kinshasa, mais nous avons plein de Rwandais à Kinshasa et dans toute la province qui encercle le Congo-Brazza et qui, le moment venu, sur ordre de la France ou des États-Unis, vont régler leur compte à Denis Sassou Nguesso. Ils ne se rendent pas compte que le couteau, il est à double tranchant. Il a des Rwandais. Lui, il croit que ces Rwandais-là regardent la RDC. Sauf qu'en RDC, il y a plein de Rwandais qui ne regardent pas que la RDC, parce que ce qui les intéresse en RDC, c'est Kinshasa, où il y a les institutions. C'est l'Est du pays qui est collé à les frontières. Tous les autres là qu'on est en train de répandre, c'est pour que demain, en cas de problème en République centrafricaine, mais de problèmes sérieux avec les Russes, c'est eux qu'on va utiliser comme des mercenaires pour attaquer la République centrafricaine à partir de la RDC. C'est eux que l'on va utiliser pour attaquer les Congo-Brazzaville. N'oubliez pas, les Congo-Brazzaville, c'est un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Ils ont du pétrole, ils ont du bois, ils ont une grande façade maritime et ils ont plusieurs minéraux. Ces minéraux qui intéressent des sociétés américaines qui ont comme sous-traitant, les multinationales américaines qui ont comme sous-traitant le Rwanda. Donc si le Congo-Brazzaville pense héberger les Rwandais pour attaquer la RDC, qu'ils sachent que le président Sassou, qu'il y a beaucoup de Rwandais tout le long de la frontière, et ces Rwandais-là, surtout ceux qui sont nord, sud, Ubangi et tout ça, même dans la province du Congo central, ils ne sont pas là avant tout pour la RDC qu'ils occupent déjà, mais ils sont là plutôt pour attaquer les Congo-Brazzaville, parce qu'une fois que le Congo-Brazzaville est tombé, une bouchée du Gabon, et maintenant, on va s'occuper du Cameroun. Heureusement que les autres l'ont compris. Très rapidement, les Russes sont allés signer des accords avec le Cameroun, parce que si on est au Cameroun, maintenant, on va bien surveiller le Nigeria, qui est la grande frontière avec l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de vivre des soubresauts qui ont fait l'objet du début de cette émission.
Voilà, et donc je crois que le temps qui nous avait été imparti touche pratiquement à la fin. On allait aborder un autre sujet, c'est sûr. Ben, on va prendre ça globalement, hein. C'est un peu le discours, j'allais dire, musclé du Premier ministre malien à l'ONU, un discours qui a fait parler, mais bon, on ne va pas aller peut-être dans les détails. Juste votre impression quand vous avez écouté ce discours, quelle analyse en faites-vous? Et puis, on va clôturer par là, probablement pour revenir prochainement à l'occasion d'une autre émission. Voilà. C'était un discours qui tranchait avec les habitudes. Bon, on sait qu'à l'ONU, il y a certaines personnes qui ont tenu des discours comme assez musclés. Fidel Castro faisait des heures et des heures. Hugo Chavez avait même dit à l'époque Satan était assis ici. Donc Satan était ici juste avant, parlant du président des États-Unis. Bon, on sait que Khrouchtchev a enlevé une chaussure, qu'il a tapé la chaussure sur. Mais pendant que vous êtes en train d'en parler, beaucoup d'Africains, il faut que je relève quand même cet aspect. Certains Africains pensent que ça a été beaucoup trop dur. Alors, les mots étaient Musclé, ouais, voilà, tellement musclé. durs, on n'a pas usé, comme qui dirait, de la diplomatie, du langage. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est ce que je suis en train de démontrer justement que dans cette tribune, on en a connu de toutes sortes. Il y a Ahmadinejad de l'Iran, quand il venait, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Fidel Castro, on connaît quels sont les discours qu'il a fait là-bas. Je me Hugo rappelle Chavez, d'ailleurs de Kadhafi qui avait carrément déchiré le petit bouquin de. oui, oui. Oui, Donc, ça fait partie de la vie de ces moments de l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, après, par rapport à un jeune gouvernement transitoire qui n'a pas encore, voilà, qui se cherche, disons-le comme ça, qui se cherche. Moi, si j'étais le compositeur du discours, il y a certains mots que je ne l'aurais pas mis dans le discours. Même si je suis d'accord sur le discours, hein, je suis d'accord que les gens ont la liberté de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Mais moi, personnellement, si on me demande, bon, je ne vais pas dire la junte française. Bon, on sait que Charles de Gaulle était un militaire. Bon, après, ils ont pris le pouvoir. Bon, après, la 5e République. Pardon, puisque vous parlez de la junte, quelqu'un m'a expliqué, il a dit, écoutez, il faut comprendre par la junte une France, en fait, cette élite française d'ailleurs, une élite politique française, Ah oui, qui oui. vient s'en gérer dans les affaires africaines sans qu'elle en soit mandatée. Voilà pourquoi le Mali aujourd'hui pense que c'est une junte, en fait, Ah qui oui, vient oui, je le s'en comprends. gérer dans nos affaires. Voilà, Non, personne non, ne l'a mandaté. non, je le conçois. Je vois le double sens. Je vois les doubles sens. En tout cas, moi, c'est un discours courageux. C'est un discours courageux que j'apprécie. Mais j'aurais voulu aussi qu'il parle des problèmes sociaux du peuple malien. Parce que la première année, ça passe. La deuxième année, ça passe. On sait que la situation est extrêmement difficile. On sait qu'il y a l'embargo. On sait que la situation, c'est intenable. Mais sur le plan social, pouvait mieux faire malgré la situation. Et pour mieux faire par rapport à la situation sociale, il fallait se montrer, disons, savoir négocier par exemple avec l'imam Diko. Ben, qu'il soit déjà en conflit avec l'imam Diko, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a une véritable assise sociale, c'est quelqu'un qui a une véritable base sociale. Il a remarqué qu'il y a quelques erreurs au niveau du groupe de jeunes officiers qui dirigent le Mali. Je pense que si on corrigeait ces erreurs, parce que l'impression, je parle bien d'une impression, l'impression qu'on a, c'est que le programme politique des militaires maliens qui dirigent la transition, c'est dénoncer la France. Or, le programme politique ne devait pas se limiter qu'à dénoncer la France et à défendre le pays. Mais le programme politique devrait aller au-delà de cela, c'est-à-dire essayer tant soit peu de mettre un peu de l'ordre dans des petites choses. Le Nord, si c'est devenu un terreau au terrorisme, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il y a beaucoup de pauvreté. Depuis qu'ils sont là, on n'a pas vu un message fort vis-à-vis du Nord en disant que nous sommes un État. Voilà ce qu'on peut faire avec les maigres moyens qu'on a, ne fût-ce que réhabiliter les hôpitaux, ne fût-ce qu'aplanir les routes, des petites choses qu'ils pouvaient faire qu'ils ne font pas. Donc, du coup, ce discours-là,
ça devient comme une suite. Bon, voilà, on a dénoncé la France, tout le monde applaudit, les restes n'en parlons pas. À leur place, j'aurais vraiment dénoncé la France. C'est courageux et on applaudit, mais pouvait mieux faire. Si cette dénonciation s'accompagnait aussi des actes vis-à-vis du peuple malien, parce que demain, on va encore dénoncer la France, on va dénoncer, mais à un moment donné, les Maliens, lui, regardent son assiette. Hein. Vous lui présentez une assiette où c'est écrit « La France nous tue, la France soutient le terrorisme ». Il dit « D'accord, mais moi j'ai faim. J'ai faim. » Il aurait préféré, après avoir vidé son riz, qu'il voit là en dessous sur l'assiette, c'est écrit « La France nous tue ». Ah, il dit « Ah ouais, je viens de manger, j'ai découvert ça au fond de l'assiette. » Mais là, l'assiette est vide. Et c'est écrit dessus, c'est décoré dessus, la France nous tue. Mais oui, l'assiette est vide. Oui, mais est-ce que ce discours n'est pas non plus la suite, sinon la conséquence de ce que l'on a assisté avant, bien entendu, cette Assemblée générale, c'est-à-dire Antonio Guterres qui apparaît, qui fait une apparition médiatique avec des propos que tout le monde a suivis, disons que ces mercenaires n'étaient plus les mercenaires. Après, on a suivi aussi Ombalo, Sissoko qui vient s'aligner sur cette position pour dire que ce ne sont pas les mercenaires, alors que tout le monde aujourd'hui est d'accord de penser que finalement ce sont des mercenaires par rapport aux éléments qui avaient été mis sur la table. Parce que l'ONU, déjà, l'ONU, si c'était des gens qui sont allés là-bas sur les comptes de l'ONU, c'était à l'ONU de les défendre. L'ONU ne les fait pas, l'ONU s'en est lavé les mains, donc on comprend que c'est des militaires ivoiriens qui ne sont pas allés au Mali sous le couvert de l'ONU. Ils ont voulu dire que c'est une société privée allemande, l'Allemand s'est lavé les mains publiquement. Donc du coup, comme ce n'est pas l'ONU, comme ce n'est pas l'Allemand, donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé des militaires au Mali. Et ces militaires... Qu'est-ce qui explique la position de Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui vient dire que ce ne sont pas des mercenaires? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais ce qui explique la position de Guterres, vous savez, le secrétaire général des Nations Unies n'est là que par la volonté de certaines puissances. Ça, c'est la première des choses. Il faut garantir sa réélection, il faut garantir sa tranquillité au poste. Ça, c'est important à souligner. Ensuite, lorsque l'on parle de tout ce qui est mission de maintien de la paix, il y a un accord aux Nations Unies, c'est la France qui gère tout cela. C'est ainsi que le sous-secrétaire général chargé des missions de la paix a toujours été un Français. Maintenant, c'est Jean-Pierre Delacroix. Ça a toujours été un Français. Donc, tout ce qui est casque bleu, ceci, cela, c'est les dossiers de la France. Donc, c'est un dossier qui touche à la France. Je pense que c'est la France aussi qui dirige les conseils de sécurité maintenant. Alors, donc, voilà, pour terminer, vous allez continuer. Ça, c'est la dernière question. Que pensez-vous de l'ONU? À réformer, à changer Ah non, non, à réformer complètement. C'est une organisation qui a échoué. Les missions à sa création vers les années 48, à partir des 45, parce qu'on s'est dit, la Société des Nations a échoué. À partir des 45, il fallait une autre organisation qui aurait pour mission garantir la paix et la sécurité internationale. Cette organisation, au départ, on dit, bon, tous ceux qui ont eu une grande responsabilité dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, plus la Chine, parce que c'était en tout cas, au moins un citoyen sur 5 du monde était chinois, ont une responsabilité particulière dans cette mission. Mais leur droit de veto a fait que cette organisation n'est pas démocratique. L'ONU a dit que la paix, ce n'est pas que l'absence de guerre. La paix, c'est multidimensionnel. Dans la paix, c'est l'absence de guerre. Dans la paix, c'est une économie qui fonctionne. C'est ainsi qu'on a les conseils économiques et sociaux. Dans la paix, on doit être en bonne santé. Dans la paix, on doit manger à sa faim. C'est ainsi qu'ils ont fait plusieurs organisations pour concourir à cette mission. Mais qu'est-ce que l'on constate? Dans la paix, il faut qu'il y ait la démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir doit être légitime, choisi par le peuple. Alors, on prône la démocratie un peu partout pour que le monde soit en paix, mais l'ONU n'est pas démocratique. Il y a des dictateurs qui ont un droit de veto, qui en font ce qu'ils veulent, et les autres doivent applaudir et obéir. Alors, d'où la première réforme à faire, c'est la réforme du Conseil de sécurité par rapport au droit de veto. Il faut supprimer les droits de veto, je pense que c'est pas ça important. Il faut les donner soit à des grands ensembles mondiaux,
Par exemple, on va se dire, on veille d'abord que toutes les grandes religions soient représentées. On peut veiller à ce que tous les grands groupes raciaux soient représentés. C'est-à-dire qu'il y ait quand même les Noirs, les Asiatiques, donc les jaunes, et les Blancs qui soient représentés. Les grandes religions, les chrétiens, les musulmans, et par exemple les bouddhistes soient représentés. Qu'on donne peut-être les droits de veto par région. On peut se dire, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, vous avez un droit de veto que vous allez vous entendre comment l'utiliser. L'Union européenne aura un seul droit de veto, et non la France et la Grande-Bretagne, mais toute l'Union européenne. Bon, l'Asie-Pacifique, on peut se dire, bon, la Chine, c'est un grand pays, mais ils peuvent faire un système de rotation, je ne sais pas moi, un droit de veto géré par le Japon, la Chine, la Corée, tous ces pays, peut-être les sous-groupes indiens. Il y a toujours des solutions, mais il faut réformer les Nations Unies. C'est une organisation qui a échoué. Les missions de maintien de la paix aujourd'hui n'ont jamais maintenu quoi que ce soit comme paix. Le FNUL est au Liban depuis combien de temps? Sauf erreur de ma part, presque 4 décennies ou plus. Pour quel résultat? Ah ben ils sont là, sur le plateau, ils sont là, au sud du Liban, en train d'observer Israël. La MONUSCO, la plus grande mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Pour quel résultat? 1,3 milliard de dollars depuis 22 ans chaque année. Nous sommes à plus de 30 milliards de dollars jetés par la fenêtre. Maintenant, ils sont allés en Côte d'Ivoire avec quel résultat? Accompagner juste l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Au Mali, ils sont là. Pour quel résultat? Maintenant, il y avait des casques bleus au Mali, mais il y a d'autres militaires ivoiriens qui viennent pour une mission floue. Qui viennent pour une mission floue. Et quand la Côte d'Ivoire envoie comme ça des militaires au Mali, on ne va pas dire que la France n'était pas au courant. Quand on connaît le rôle de Ouattara, qui est devenu un des plus grands mercenaires de la France dans cette région. Donc, l'ONU est à réformer. On vient faire cet exercice au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Sauf que les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. C'est ça le souci. C'est juste que les gens viennent faire un show avec des résolutions pas contraignantes. Les résolutions qui sont censées être contraignantes, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité que certains États ne respectent pas, tels qu'Israël. Israël ne les respecte pas. Donc, du coup, tous ceux qui veulent le violer font comme Israël en se disant Israël le viole. Personne ne sanctionne. Tout le monde peut violer dans la foulée. Donc, du coup, il y a beaucoup de réformes à effectuer. Et la grande bataille pour les pays africains, c'est on doit conquérir notre deuxième indépendance. C'est comme notre souveraineté, en fait. Ce qu'on a eu, c'était vraiment les indépendances. Mais là, vraiment, on doit conquérir notre souveraineté. La souveraineté, par définition simple, c'est ne pas avoir au-dessus de soi une autorité à qui on obéirait. Les jours où les pays africains seront souverains, ils auront leur mot à dire au niveau des organisations internationales, dont les Nations Unies, ils auront leur mot à dire vis-à-vis des pays occidentaux ou vis-à-vis des grandes puissances, quelles qu'elles soient, et ils défendront mieux leurs intérêts. Cette posture d'être une belle femme au quartier que tout le monde courtise, nous devons sortir de cette posture. Maintenant, si on regarde les comportements de beaucoup d'Africains, c'est juste que on en a assez de la corde américaine, essayons la corde russe ou essayons la corde chinoise. Non, on en a assez de la corde. Nous ne voulons pas de cordes, ni russes, ni américains, ni chinois. Nous voulons venir, mais en tout cas, librement, au rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous on donne? Qu'est-ce que nous on reçoit? C'est du win-win. Mais si c'est, ah ben, je quitte les États-Unis pour la Russie, et demain, ah non, je quitte les Russes pour les Chinois. Ah non, les Chinois ne sont pas gentils, je quitte les Chinois pour les Indiens. Ah ouais, les Indiens, ils ne respectent pas les Noirs, je quitte les Indiens pour les Brésiliens. Oh, ben, c'est un État raciste, les Brésiliens. Ben, je quitte les Brésiliens pour les Mexicains. Oh, 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 là-bas, il y a des cartels, ils ne nous respectent pas. Ben, après, ça sera quoi? Après, ça sera quoi? L'Afrique doit reconquérir sa souveraineté. C'est par là que nous allons donc mettre à terme à cette émission. En tout cas, une fois de plus, merci Caroline Maïzo. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier. Merci d'avoir disposé ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Likez, partagez pour faire circuler l'information. Si vous nous avez rejoint pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochains numéros. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci